Bonsoir. Il n'y a qu'un monsieur, je crois. Bon, merci d'être venu. Je remercie Josette et Jean-Claude qui n'est pas là. Il nous manque. Bon. L'association. Vous n'auriez pas été seul. Nous n'aurions pas été seuls. Donc l'association Les Chemins de l'Évasion pour cette présentation du Printemps des comédiens qui se tiendra donc du 1er au 21 juin. Essentiellement au Domaine d'eau. Car depuis plusieurs années, nous avons décidé d'aller visiter plusieurs théâtres en ville. Mais vos retours nous ont fait comprendre que vous aimiez tellement venir ici que nous avons décidé de nous recentrer sur le Domaine d'eau à la demande générale. C'est vrai que le Domaine d'eau est le marqueur du printemps, que c'est un endroit merveilleux, que maintenant nous avons un restaurant, et je vous le recommande, ouvert tous les midis, où on déjeune très bien, ça a changé, et qui est ouvert aussi les soirs de spectacle. Mais les midis, vous pouvez venir déjeuner, et c'est assez merveilleux ce qu'on peut déguster. Donc nous serons beaucoup ici, un peu à l'extérieur, mais beaucoup au Domaine d'eau. Pourquoi nous allions à l'extérieur? Parce que la programmation foisonnante pendant ce mois de juin nous obligeait à aller visiter d'autres théâtres, car on ne peut pas programmer tout ici. Il n'y a pas assez de théâtre, et puis il y a des objets artistiques qui nécessitent tel ou tel rapport scène-salle. Je pense par exemple quand nous allons de temps en temps à l'Opéra Comédie. Le bourgeois gentilhomme trouvait sa place magnifiquement bien à l'Opéra Comédie. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés l'an dernier à l'Agora de la danse pour Oedipe, parce que ça pouvait rappeler un peu un théâtre antique. Mais cette année, nous recentrons ici. Et c'est une année qui est, me semble-t-il, très importante, car le Printemps des comédiens a décidé de n'être pas seulement un festival d'accueil de spectacles déjà prêts ou un festival de coproduction, c'est-à-dire on rencontre des artistes et on met un peu d'argent pour que le spectacle ait lieu. Non, cette année nous allons plus loin, c'est-à-dire que nous devenons producteurs de spectacles. C'est nous qui sommes à l'origine de plusieurs spectacles. Et nous allons donc être entrepreneurs de spectacles, dans le sens que nous engageons une discussion avec des metteurs en scène, sur quel texte on veut monter, quel texte lui ou elle veut monter, on se décide, et ensuite, nous, Printemps des comédiens, nous cherchons, en France et en Europe, des théâtres partenaires, pour pouvoir rassembler les moyens à donner à ce metteur en scène. Et ensuite, faire en sorte que le spectacle ou les spectacles qui seront créés à Montpellier puissent avoir une destinée nationale et européenne. Vous savez que nous sommes candidats pour être capitale européenne et que vendredi, nous avons franchi une étape, puisque, oui, il y a de l'enthousiasme dans la salle, puisque nous sommes maintenant parmi les 4 derniers finalistes. Et donc, il fallait que le printemps, dans sa longue marche depuis 35 ans, accompagne cette candidature. Et être producteur de spectacles, je vais vous en parler, qui vont jouer au Théâtre de la Ville à Paris, au Grand Théâtre de Luxembourg, à Bruxelles, dans les grands théâtres français, c'est une façon d'accompagner cette ambition politique de faire de Montpellier une capitale. Et puis, c'est aussi accompagner toute la profession théâtrale qui travaille sur Montpellier. Les acteurs, les peintres, les décorateurs, les costumiers, les éclairagistes, tous les métiers du théâtre vont pouvoir se concentrer sur l'accompagnement des artistes. Et cette édition, elle est un peu placée, comme ça, symboliquement, quand je la regarde, sous l'influence heureuse et poétique d'un très grand homme de théâtre et de cinéma. Je dis homme de théâtre et de cinéma car tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, il a essayé de chercher une voie en allant à la fois monter des pièces de théâtre et en même temps réaliser des films. Et cet homme, c'est Bergman. Bergman qui a été passionné tout au long de sa vie par le théâtre et tout au long de sa vie par le cinéma. Et il a fait du théâtre et de la représentation du théâtre au cinéma un des substrats de son œuvre, une des bases de son œuvre. Et il est allé s'inspirer, et ça me plaît beaucoup parce que quand on est dans ce jardin d'Épicure qui est le parc, on peut penser à ça. Il est allé s'inspirer d'une pièce qui est une sorte de rêverie, un songe. Une pièce qui s'appelle d'ailleurs Le Songe de Strindberg, qu'aimait beaucoup notre regretté président Jean-Claude Carrière, car ça peut faire penser au Mahabharata.
à savoir l'arrivée sur Terre d'une déesse, Agnès, qui va à la rencontre des hommes et des femmes et qui, au bout de son voyage autour du monde, va repartir dans l'univers totalement dépitée par l'état de désespérance dans lequel elle a trouvé les hommes et les femmes. Donc c'est un genre de voyage initiatique. Et c'est à partir de cette pièce, allez-y, rentrez. C'est à partir de cette pièce, Le Songe de Strindberg, que Bergman a écrit deux scénarios de cinéma très importants qu'il va tourner après la répétition et Persona. Et nous avons décidé que notre première production maison se fera sur ces deux scénarios comme un hommage au théâtre et au cinéma, après la répétition et Persona. Et nous avons invité un des plus grands metteurs en scène international, Ivo Van Hove, que vous connaissez. Il a mis en scène l'an dernier Tartuffe pour la Comédie Française ici, à venir répéter dès le mois de mai à l'amphithéâtre d'Eau ce spectacle, ces deux scénarios. Et ces deux scénarios sont un hommage au théâtre et à l'art de l'acteur. Au théâtre, parce que la première partie raconte, après la répétition donc, la rencontre, à l'issue, comme le titre l'indique, d'une répétition, d'un metteur en scène d'une jeune actrice. La jeune actrice, quand la répétition est terminée, s'en va, et elle fait mine d'avoir oublié un bracelet, car elle sait que le metteur en scène est resté au théâtre travailler. Et elle revient, et là, une rencontre dont je vous cache les méandres va se tisser. Et comme le fait merveilleusement Bergman et Strindberg, comme ils le font dans leurs films et dans leurs pièces, va apparaître un spectre, va apparaître un fantôme. C'est le fantôme d'une très grande et vieille actrice qui vient comme dispenser son savoir de femme de théâtre. Et donc on est enfermé dans un théâtre, et ça dans les films de Bergman c'est souvent le cas, on peut penser à La Flûte enchantée, on est à l'opéra, et on est enfermé dans ce théâtre, et là va se nouer finalement cette rencontre à trois, le metteur en scène, la jeune actrice et l'apparition. Et la deuxième partie du spectacle, Persona, par la magie de la machinerie du théâtre, les murs du décor vont s'effondrer, disparaître, sans que vous vous en aperceviez, et vous allez être face à un plan d'eau, un véritable plan d'eau, et au milieu de ce plan d'eau, comme une île, et sur cette île, une actrice qui a perdu l'usage de son outil. L'outil de l'acteur, c'est la voix. Et cette actrice, en répétant, tout d'un coup, n'arrive plus à parler. Elle n'arrive plus à dire. Et donc, on va la mener dans un hôpital, accompagnée par d'une infirmière. Et un dialogue va se nouer peu à peu entre cette infirmière et cette actrice. Et tout ça se passe au milieu de ce plan d'eau. Et c'est Ivo Van Hove, donc ce merveilleux directeur d'acteurs, accompagné par un très grand scénographe, qui va mettre en scène cette création du Printemps des comédiens. Et je pense que ce qui va renforcer et les scénarios, et la direction d'Ivo Van Hove, et la beauté de la scénographie, c'est que vous allez avoir au plateau deux très grands acteurs de théâtre et de cinéma, Charles Berling et Emmanuelle Berco. Emmanuelle Berco, grand prix d'interprétation au Festival de Cannes, réalisatrice elle-même, et ils vont donc jouer ces rôles sous la direction d'Ivo Van Hove. Je pense que ça va être une grande révélation, parce qu'ensuite, ce spectacle créé à Montpellier va jouer un mois au Théâtre de la Ville à Paris, au Grand Théâtre de Luxembourg, je vous l'ai dit, à Bruxelles, à Toulon, à La Rochelle, partout. Et nous allons porter haut le savoir-faire de Montpellier. Venez voir ces Bergman, venez voir Ivo Van Hove, ça va ouvrir le festival à l'amphithéâtre. Et vous verrez que ce festival est un voyage permanent entre le théâtre et le cinéma. Alors, je vous ai parlé de Charles Berling, je vous ai parlé de Bergman, je vous ai parlé d'Emmanuelle Berco. Il y a d'autres artistes présents qui, comme ça, vont un peu travailler sur les plateaux de théâtre, un peu sur les plateaux de cinéma. On peut penser, par exemple, aux très grands metteurs en scène, très grands réalisateurs dont on parle beaucoup actuellement, puisqu'un film vient de sortir, La femme de Tchaïkovski, Cyril Serebrennikov, qui sera là comme metteur en scène
pour clôturer le printemps, je vous en parlerai tout à l'heure. On peut parler d'un homme de théâtre qui, à l'instar de Guy Cassirs ou de Cyril Teste, vous vous souvenez peut-être, La Mouette, Festen, eh bien, à l'instar de Cyril Teste, Julien Gosselin, qui est un des grands metteurs en scène de la génération trentenaire française, qui est appelé sur toutes les grandes scènes internationales, à Berlin, à la Volksbühne, partout, et qui, comme Cyril travaille sur le théâtre filmique, sera présent aussi. On peut parler d'un auteur, par exemple Faulkner, qui sera présent, qui a tellement influencé l'art du cinéma. Et on oublie, mais Faulkner a écrit un scénario sur la vie du général de Gaulle, qui n'a jamais été filmé. On peut penser à, tenez, un grand chef opérateur français, un grand réalisateur, Laurent Cavalier, qui est à l'origine d'une aventure dont je veux vous parler maintenant. Car ce festival, au-delà des rêveries, au-delà des songes, questionne, et c'est pour ça que cette programmation me semble d'une nécessité absolue, elle questionne de façon jamais didactique, jamais brechtienne, jamais lourde, mais toujours joyeuse et toujours ouverte, l'état du monde, et notamment les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous aide à poser des questions. Comment nous sortir des crises politiques, des crises géopolitiques en Europe, des crises climatiques. Et voilà un spectacle. Et c'est intéressant de voir comment les artistes de cirque eux-mêmes sont confrontés, par exemple, aux questions de genre, aux questions des origines. Voilà un artiste qui était là présent l'an dernier, Boris Gibet. Vous avez peut-être vu son silo sous la Pinède, l'Absolu. Vous vous souvenez? Cette tour extraordinaire et ce vide et ce vol, cet homme en suspension. Eh bien, nous avons invité à nouveau Boris Gibet. Et Boris Gibet mène une expérience extraordinaire pour connaître le fonctionnement du corps humain, l'intérieur du corps humain. Et non seulement l'intérieur physiologique, mais peut-être où se cache dans les plis de notre corps l'âme, l'esprit. Et donc il a reconstitué, un peu comme il avait fait l'an dernier avec son silo, il a reconstitué ces théâtres anatomiques. Il en existe un à Montpellier merveilleux, celui de la Péronie, qui est maintenant la Chambre de commerce et d'industrie, en haut de la rue Jean Moulin. Eh bien, il a reconstitué ce qu'on appelait un panopticon, c'est-à-dire un théâtre d'anatomie, où les étudiants, mais aussi les grands peintres, les étudiants en beaux-arts venaient, et où on disséquait en direct des corps humains pour extraire les organes et comprendre comment fonctionnait notre corps. Mais très vite, on s'est aperçu que ces dissections posaient des questions éthiques et des questions d'hygiène. Donc on a remplacé en Italie les corps par des Vénus de cire, c'est-à-dire des corps de femmes en cire, un peu comme ces, vous savez, dans les églises, ces saints et ces saintes qu'on garde comme embaumés. Et moi, j'ai toujours été impressionné enfant par ces visages blancs, comme ça. Eh bien, nous sommes dans son panopticon et il va disséquer devant nous, extraire les organes comme ça de ces corps de Vénus de cire. Et il va nous... Non, mais n'ayez pas peur, Josette, voyez. Soyez, mais bien sûr, c'est parce que c'est à la fois sensuel, magique, spirituel. Et Boris Gibet est un magicien de l'espace, c'est un magicien des lumières. Et il mêle cette expérience d'anatomie, sublimée, poétisée, à une expérience, et là je vais entendre le courroucement de Josette, à une expérience culinaire. Avec le voilà, par exemple. Et donc vous allez être présent dans ce panopticon et vivre une sarabande d'essence. Je pense que ça va être, si on se souvient ce qu'il a fait l'an dernier à l'Absolu, ça va être un moment de poésie, de merveille, d'étourdissement comme ça, de relâchement, d'oubli. Et l'autre compagnie de cirque qui questionne l'état du monde, parce que lui, Boris Gibet, il n'a pas de limite sur le genre. Et ça, c'est une question qui taraude, qui traverse toutes les équipes artistiques aujourd'hui. Il fait fi du genre féminin ou masculin. J'ai dit Vénus de cire, mais vous verrez que ça va au-delà. On ne sait pas si elle est une femme ou un homme. Vous allez voir comment il enjambe les questions de genre. Et l'autre grande équipe
internationales qui se questionnent, notamment sur les problématiques climatiques, elles nous viennent de Guinée. Et je vous ai parlé de la relation entre le théâtre, le cirque et le cinéma, parce que cette aventure du cirque, du Baobab Circus, elle est née de la volonté d'un chef opérateur, réalisateur français, qui s'appelle Laurent Cavalier, et qui est parti en Guinée, et qui a vu dans les rues, sur les places de villages africains, mais aussi allant de village en village par les pistes africaines, qui a vu ces acrobates, très inspirés par les danses rituelles africaines, par cette énergie-là, par la solidarité de groupe, par la beauté des corps, l'individualité des corps, mais faisant avec aucun agrès des performances à la fois des pyramides d'une hauteur extraordinaire, à la fois du masque, à la fois de la chorégraphie, faisant cirque simplement avec le corps. Et il a été tellement passionné, Laurent Cavalier, qu'il a proposé au ministère de la Culture de Guinée de faire un film sur eux. Et le film a bouleversé tout le pays. Et du coup, le ministère a créé le Cirque national guinéen, qui est devenu le Baobab Circus. Et nous les avons là pour 2 représentations, avec un spectacle inspiré par ce que je viens vous dire, la puissance du groupe, la force des individualités, aucun agrès, la beauté de l'engagement. Et ils nous parlent, par leur art du corps, par leur art chorégraphique, par leur art de circassien, ils nous parlent de la problématique de l'eau et la ressource en eau. Et vous voyez qu'avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce qu'on appelle les... Moi je vois, je suis bouleversé quand je vais à Béziers, ma ville natale. L'orbe n'existe plus. L'orbe, au pied de la cathédrale, cette image sublime avec le pont vieux, l'acropole. L'orbe est devenu un chemin. Il n'y a plus d'eau. Et ce spectacle, Yé, qui signifie l'eau, d'ailleurs nous avons mis le sous-titre parce que c'est beau, Yellow, Yellow, comme ça, parle de la question de la ressource. Donc vous voyez, tous les artistes, qu'ils soient de théâtre ou de cirque, se questionnent sur ces grands défis qui sont face à nous, le genre, la sexualité, nos origines, et là la ressource en eau. Et pour les artistes de théâtre, qui eux, depuis longtemps, nous tendent ce miroir de nous-mêmes sur le plateau, on peut constater, chemin faisant dans notre programmation, que la plupart des metteurs en scène, et d'ailleurs de générations différentes, les trentenaires, les plus jeunes, mais aussi les maîtres qui sont là, comme Ivo Vanov, sont allés chercher leur matière, leurs matériaux, chez des auteurs qui ont connu dans leur propre chair les grands bouleversements de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Par exemple, Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt, auteur autrichien, qui vouait aux gémonies l'Autriche, en raison de l'engagement des Autrichiens pour soutenir le régime nazi. Et Thomas Bernhardt disait que la plus grande des comédies, la plus formidable des comédies, c'est l'Autriche. Et les Autrichiens et leurs mensonges, leur hypocrisie. Et d'ailleurs, il a été rejeté par les Autrichiens, car il a mis leur propre histoire face à eux, et cet engagement à soutenir Hitler. Mais Bergman, le grand cinéaste, a grandi dans une famille suédoise qui a été marquée par le national-socialisme. Et Bergman raconte que quand il avait une dizaine d'années, ses parents l'ont emmené à un meeting d'Hitler, et qu'il a été fasciné par la puissance du bonhomme, par la force de persuasion. Non, mais c'est évident, mais on n'imagine pas que Bergman, cet immense artiste, ait pu être envoûté comme ça par les mots. Et il dit qu'il a mis des années pour se départir de cette fascination de gamin face à la puissance du verbe et de l'acteur, on pourrait dire comme ça. Il était à fond, oui. On peut penser à Faulkner, qui est aussi présent, qui a été marqué par la ségrégation des États du Sud américains, qui a été marqué par la Première Guerre mondiale. Et donc, tous ces textes, tous ces auteurs aident, et Sylvain Creusevaux par exemple, et Julien Gosselin, à nous parler de l'état physique de l'Europe. Comment allons-nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes? Comment allons-nous trouver une voie? Comment allons-nous avoir demain des jours heureux? Comment allons-nous sortir comme l'aurait dit Klim, de cette apocalypse joyeuse? Eh bien, 2 spectacles
qui feront comme ça le miroir d'après la répétition et persona. D'abord, Sylvain Creusevaux avec Esthétique de la résistance. Peter Weiss. Voilà Peter Weiss, lui aussi marqué par son temps. Peter Weiss, cet auteur, a assisté au procès des grands criminels nazis. Il a été un observateur de la guerre du Vietnam. Et il écrit à la fin de sa vie un roman qui est un des chefs-d'œuvre du XXe siècle, peut-être aussi important que Proust, peut-être aussi important que Chateaubriand au XIXe siècle, Esthétique de la résistance. Et Sylvain Creusevaux, vous vous souvenez avoir vu peut-être sous le chapiteau bleu, il y a quelques années, sous la Pinède, le banquet capital à partir de Marx, ce théâtre populaire, joyeux, de troupes, qui nous faisait prendre conscience que, oui, Marx pouvait nous aider à sa façon à comprendre où nous en sommes du monde, et combien ça circulait, combien le texte circulait, et combien on riait, combien on appréciait, combien on réfléchissait collectivement. Eh bien, c'est ça le théâtre de Sylvain Creusevaux, et en s'emparant d'Esthétique de la résistance, avec les jeunes comédiens du groupe 47 du Théâtre national de Strasbourg, qui vont venir créer ici, à l'amphithéâtre. Alors, Esthétique de la résistance, on est plongé dans une des grandes aventures de l'après-première guerre mondiale. Après 1918, l'Allemagne s'engage et essaie de trouver un régime démocratique, d'ailleurs à l'instar de toutes les gauches européennes. Toutes les gauches européennes qui sont confrontées d'une part au nazisme, de l'autre part au stalinisme, essaient de trouver des régimes généreux, joyeux, ouverts à la culture, ouverts à la création, qui ne pensent pas l'art simplement comme un endroit de la magie et la politique comme un endroit confronté simplement aux réalités, mais qui vont essayer d'émanciper. Et d'ailleurs, pendant la République de Weimar, l'Allemagne connaîtra un foisonnement artistique extraordinaire. L'expressionnisme allemand, le cinéma, le Bauhaus, 9 prix Nobel, donc de nombreux juifs. Mais cette aventure va s'effondrer face à la crise des années 30. Et notamment, et ça nous parle, à la crise inflationniste. Voilà un autre miroir. Et là, dans ce roman, Peter Weiss nous met en présence d'un jeune narrateur, un ouvrier qui va rentrer en résistance contre le régime nazi. Et il va avoir la chance, cet ouvrier, je ne vous dis pas comment, d'être confronté aux œuvres majeures artistiques de l'humanité. On pourrait dire des grottes de Lascaux jusqu'à la Sagrada Familia, en passant par Géricault, par le Quattrocento italien. Et comment le voisinage, la connaissance, la découverte des œuvres majeures de l'humanité, des œuvres artistiques, tout ça va donner la force à ces ouvriers pour lutter et pour essayer de changer l'état politique et social de leur pays. Et c'est réjouissant. Et on est confronté à cette réflexion. Quelle force, quelle puissance transformatrice de l'art. Voilà comment le groupe du Théâtre national de Strasbourg, le groupe 47, dirigé par ce joyeux, inventif metteur en scène très intelligent, très brillant qu'est Sylvain Creusevaux, va nous plonger dans la République de Weimar des années 1900, 1918, 1930, on va dire à peu près. Et voyez, c'est une façon, encore une fois, jamais lourde de se questionner. D'autant plus que nous aurons, alors que Sylvain Creusevaux sera à l'amphithéâtre ici, dans le théâtre Jean-Claude Carrière, ce grand metteur en scène de la trentaine, de la nouvelle génération dont je vous parlais, Julien Gosselin, avec son théâtre filmique, pour ce spectacle créé ici. Et ça, c'est une nouveauté aussi. Je vous dis, ça vous dit combien nous avons collectivement porté notre festival haut. Ce spectacle de Julien Gosselin, Extinction, va être créé ici. Il va ensuite partir à Vienne, en Autriche, dans la foulée de la création, et il sera au Festival d'Avignon IN en juillet prochain. Le Festival d'Avignon nous a demandé s'il pouvait programmer un des spectacles créés au Printemps des Comédiens. Voyez la reconnaissance que nous avons. Et pourquoi nous l'avons acquise, cette reconnaissance? Et je vous le dis vraiment du fond du cœur. Parce qu'ensemble, nous avons accepté la prise de risque, la curiosité
Et ça nous a permis de créer cette fidélité avec les artistes. Si on a aujourd'hui Ivo Vanov qui vient créer, c'est parce qu'il sait qu'il a une équipe technique, une équipe administrative, des beaux endroits pour travailler et un public curieux et attentif. Et souvent, les artistes nous disent « Ah, mais à Montpellier, il y a un public dont on sent qu'il a été confronté à Montpellier Danse, à Radio France, au Printemps des Comédiens, à l'Opéra, à des choses importantes. » Et parce qu'un public, ça évolue, ça se forme, c'est comme nous. Je n'aurais jamais programmé Ivo Vanov il y a 10 ans. C'est le chemin ensemble que nous avons parcouru qui nous le permet. Eh bien, la venue de Julien Gosselin, c'est la même chose avec Extinction. Alors là, je vous le dis tout de go, ce n'est pas un spectacle. C'est beaucoup plus que ça, c'est une épopée, c'est une tranche de vie, un morceau de vie. Car c'est toute une longue après-midi qu'on va passer ensemble avec des entr'actes, des moments où on va pouvoir se restaurer. Un peu comme à l'opéra au XIXe siècle. Vous pourrez aller sur la pinède, discuter, polémiquer et surtout, Julien Gosselin va vous prendre à revers. Et ça, Josette, acceptez-le pour une fois. À savoir que vous venez pour écouter un spectacle de théâtre, Extinction, et la première partie, c'est un moment musical, c'est un concert électro. Un concert électro qui va vous plonger dans un univers, celui de Julien Gosselin. Et ce concert électro, il est mené par la figure d'une femme dont on ne comprend pas qui elle est, mais qu'on connaîtra plus tard dans le spectacle. Et toute la première partie est en musique. Deuxième partie, Julien nous amène, et c'est là où on a un miroir de la République de Weimar, Julien nous amène dans la Vienne des années 20, au moment où Vienne était la capitale culturelle, artistique du monde, avec la psychanalyse, les nouveautés architecturales, le dodécaphonisme, les auteurs d'opéra, et où cette Vienne joyeuse, des bars, des cafés, sent que peut-être le monde, cette épiphanie de la civilisation européenne va s'effondrer. Et un auteur viennois dit oui, on est heureux dans les cafés, mais on sent que tout va s'effondrer. Et c'est là que Klimt invente cette expression, l'apocalypse joyeuse. On danse sur un volcan. Et on va être, par l'expérience filmique de Julien Gosselin, c'est-à-dire les acteurs, le théâtre filmé en direct, le film monté, réalisé et projeté en direct, on va être plongé au cœur de la Vienne des années 1920, de ce moment d'acmé de la civilisation européenne. Et la troisième partie, cette femme, qui est Ingeborg Bachmann, une grande poétesse des années 20, née en Autriche, elle aussi confrontée au nazisme, elle aussi amie de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard dira à sa mort, elle était la plus grande poétesse autrichienne du XXe siècle. C'est cette femme qui, depuis le début, mène la danse, d'abord le concert, puis la Vienne des années 20, et la troisième partie, l'apparition de cette poétesse qui va prendre à sa charge un monologue de Thomas Bernhard, un roman de Thomas Bernhard, qui s'appelle Extinction, l'effondrement, pour nous raconter la vie d'une famille qui a collaboré en Autriche et qui va s'effondrer. Mais comment un seul membre de cette famille, en l'occurrence le fils, va par une prise de parole publique pouvoir créer un soubresaut, un soulèvement. En fait, empêcher l'effondrement moral de tout un peuple, de tout un monde. Voilà le parcours que va nous proposer Sylvain Creusevaux. Et puis je me disais, en regardant la programmation, que ce qui peut être intéressant, c'est que et Peter Weiss, mis en scène par Sylvain Creusevaux, et Thomas Bernhard, immense, mis en scène par Julien Gosselin, sont deux inventeurs et deux personnalités très particulières. Parce que Peter Weiss est l'inventeur de ce qu'on a appelé plus tard le théâtre documentaire. Avec sa pièce sur le Vietnam, il invente un théâtre documenté, un théâtre qui va se construire à partir d'interviews, de rencontres, de documentaires. Et Thomas Bernhard a une double particularité,
c'est qu'il est très reconnu en France comme auteur de théâtre, beaucoup moins en Allemagne. Et en Allemagne, il est reconnu comme auteur de romans et beaucoup moins de théâtre. Et donc, ils ont tous deux des filiations, et je suis allé les chercher dans cette programmation. Il y a des filiations de Thomas Bernhard, des auteurs a priori plus connus par leur œuvre de roman qui écrivent pour le théâtre. Et il y en a un que vous connaissez tous qui est Laurent Godet, qui mène une carrière d'auteur de théâtre depuis le début de sa jeune vie, mais qui est plus connu en France par ses œuvres de roman. Et là, il a écrit pour le Théâtre National de Toulouse et Laetitia Guédon, qui est une jeune metteuse en scène très, très talentueuse, un texte, même si le monde meurt, qui nous met en présence d'un groupe de jeunes gens se questionnant, eux aussi, sur comment vivre demain. Et c'est une épopée très joyeuse. Ça n'a rien de sinistre, ça n'a rien de fermé, au contraire. Comment on va s'en sortir et comment collectivement on va s'en sortir? Ça sera créé ici, en création mondiale, au Chiasma. Il y a Kafka, par exemple, qui est un auteur adapté au théâtre, là par l'immense Georges Lavaudan. Vous avez peut-être vu l'an dernier Médée au Théâtre d'Eau. Eh bien, Georges Lavaudan a souhaité adapter Discours pour une académie de Kafka pour le théâtre. Qu'est-ce que c'est Discours pour une académie? C'est un singe qui s'adresse à une académie savante. Et en fait, comme le dit Georges Lavaudan, c'est comment un homme d'extraction très modeste va combattre contre lui-même ou pour lui-même, pour peu à peu se hisser dans la société. Mais il va s'apercevoir, in fine, que la dernière marche est la marche impossible à franchir. Et que finalement, il ne sera jamais à l'endroit où il aurait voulu être. Car son extraction l'attire toujours vers le bas. Et donc c'est ce combat-là, et c'est ce singe-là qui va nous montrer ce que nous sommes dans ce parcours terrestre. Et c'est Georges Lavaudan avec ce merveilleux acteur. Si vous avez vu Le Roi Lear peut-être, à l'automne, Emmanuel Lelièvre qui jouait le bouffon à côté de Jacques Weber. Ici, c'est un acteur petit, mais tellement agile, tellement vif, tellement spirituel, qu'il va porter ce Kafka de façon, je pense, très très belle. Une création donc au Théâtre d'Eau. On peut penser, et je vous en ai parlé, je vous en ai dit un mot, à Faulkner, l'écriture de Faulkner. Et là, c'est une metteuse en scène de la nouvelle génération, Séverine Chavrier, qui dirigeait jusqu'à maintenant le Théâtre d'Orléans et qui vient d'être nommée au Grand Théâtre de Genève, qui va créer ici ce spectacle qui s'appelle Rosa. Alors, je peux vous en parler que très peu, car Séverine est une artisane du théâtre protéiforme, à savoir qu'elle est actrice, metteuse en scène, très inventive et surtout musicienne. C'est une très grande musicienne. Et la particularité de ces spectacles, c'est qu'ils mêlent en permanence le texte parlé, le texte chanté et la musique. Toujours dans une explosion comme ça, du plateau, qui peut dérouter dans un premier regard, mais qui vous accompagne très longtemps. Tous les spectacles que j'ai vus de Séverine Chavrier me sont restés comme des substrats de réflexion, des substrats de sentiments, et qui m'accompagnent comme ça sur le long terme. Et puis, les autres héritiers, ceux de Peter Weiss, du théâtre documentaire, on peut penser à ces artistes libanais, Rabim Broué et Lina Magdalani, qui viennent présenter Artaka Hérésie. C'est un théâtre documentaire sur l'état du Liban. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur la situation de ce pays balkanisé, de ce pays merveilleux balkanisé. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils arrivent à mêler au théâtre ce théâtre de documents et un théâtre poétique. Et pour la première fois, ils ont commandé à des autrices et à des auteurs des témoignages sur l'exil. Comment vivent-ils loin du Liban? Comment vivent-ils la notion de frontière? Comment vivent-ils la notion de frontière physique, mais aussi intellectuelle, de frontière familiale par l'éloignement? Je vous invite vraiment à venir découvrir ce travail de cette équipe libanaise, Artakat Hérésie. Et l'autre théâtre documentaire, alors des Chiliens. Alors, Artakat, parce que souvent la question m'est posée, c'est en français, en libanais, c'est mêlé.
Il y a très peu de spectacles surtitrés cette année. Voilà. Donc vous allez voir comment là aussi, dans Art Acat, il faut jouer un rôle de femme, un rôle d'homme, donc les questions de genre sont abordées, et c'est d'une poésie, d'une puissance émotionnelle merveilleuse. Et puis enfin, théâtre documentaire, une équipe qui vient de Chili, première en France, et le spectacle s'appelle Oasis de la Impunidad. C'est un théâtre chorégraphique, pratiquement sans mots, qui nous parle, là aussi, du rapport des individus de la société à un régime presque totalitaire, à un régime autoritaire. Et comment un groupe d'artistes au plateau, ne faisant qu'un seul corps, donc la solidarité, peut défier un pouvoir fort. Et je vous garantis qu'il y a une beauté physique, une beauté poétique au plateau avec l'énergie de ces équipes venues d'Amérique du Sud. Venez, c'est la première en France de ce spectacle. Ça s'appelle Oasis de la Impunidad. Vous l'avez en bas là, comme ça. Et puis, vous proposez... Ne bougez pas. On m'a remis un verre. Là. C'est bon, vous suivez ? Je me suis dit, tiens, on peut proposer à nos spectateurs une expérience de mise en abîme théâtrale. Et cette expérience de mise en abîme théâtrale, elle consiste à vous voir incarner le personnage dont je vous ai parlé. Ce jeune ouvrier allemand des années 20 qui va être confronté aux œuvres majeures de l'humanité. Mais alors de façon symbolique, hein, je ne vais pas vous demander de monter sur le plateau. C'est dans votre parcours de spectateur, de festivalier. Et comment le festival vous invite à fréquenter, à voir des œuvres majeures de l'humanité, des œuvres de théâtre majeures. D'abord, l'Antiquité, Antigone, Sophocle. Mais pas par le prisme d'Antigone, par le prisme de sa sœur Ismène, celle qui ne parle pas, celle qui ne prend pas la parole, celle qui, contrairement à la fulgurante bataille que mène Antigone face à Créon, va essayer de tisser des liens par son altruisme, par son amour des autres. Et comment elle va essayer de dire à Antigone, non, n'affronte pas directement notre oncle Créon, essaie de trouver des solutions. Et c'est cette Ismène, celle qui ne parle pas, que vous verrez au plateau, dans ce très beau texte contemporain de Carole Fréchette, une autrice québécoise. Et c'est Marion Coutaret qui met en scène une actrice trop rarement vue au plateau, mais très belle, très solide, Mama Fraximo, qui vient à Montpellier, sur un petit plateau de sable. Et nous avons décidé de présenter ce spectacle dans un des lieux les plus méditerranéens du domaine, le bassin du domaine d'eau. Au fond du bassin, pour 100 spectateurs, en fin d'après-midi, pour commencer sa journée de spectateurs, aller s'asseoir et, face au mur du bassin, dans cette arène entourée des pins séculaires du domaine, écouter cette parole merveilleuse de Carole Fréchette et entendre cette parole d'Ismène. Donc Ismène, il y a toute une série de représentations, étant donné que c'est une jauge relativement petite d'une centaine de spectateurs. Et puis, évidemment, se confronter aux œuvres de l'immense Shakespeare, avec deux de ses plus grandes pièces, Le songe d'une nuit d'été, un titre pour un festival, et La tempête, le magicien, le roi Prospero, enfermé sur une île. Ce n'est pas sans rappeler l'île de l'actrice qui perd la mémoire, et d'ailleurs. C'est une production très particulière que nous avons décidé d'accompagner très fortement, car c'est Marie Lamachère, mais c'est jamais trop long, madame. Vous pourrez manger, vous pouvez voir l'un le soir, l'autre le lendemain. C'est une metteuse en scène, Marie Lamachère. Oh, je me fais engueuler par la billetterie, mais pour vous, tout est possible. Pour les chemins de l'évasion, tout est possible. Non, alors c'est une metteuse en scène, Marie Lamachère, qui travaille avec ses propres acteurs et les acteurs de la Bulle Bleue. Est-ce que vous connaissez la Bulle Bleue? Voilà, c'est celle des arts qui forment des personnes en situation de handicap au métier, et ils sont magnifiques.
Ils sont magnifiques d'humanité, de talent, d'engagement. Et donc la production du songe et de la tempête mis en scène par Marie Lamachère mêlera des acteurs du milieu ordinaire et des acteurs de la Bible bleue. Et l'idée, c'est que ces deux pièces qui travaillent sur la magie, sur les apparitions, sur tout ce qui fait le théâtre, tout ce que je vous dis depuis le songe de Strindberg, Marie Lamachère ne le traite pas avec les atours habituels du théâtre. Elle va le traiter par la faille, par la fragilité, par la faiblesse. Et notamment, et ça c'est merveilleux dans votre parcours de spectateur, car vous aurez vu dans Persona, mis en scène par Ivo Manor, cette actrice qui perd la mémoire, et dans La Tempête, Marie Lamachère a décidé de confier le rôle de Prospero, ce roi enfermé depuis 12 ans sur une île déserte, à un acteur en situation de handicap qui a des problèmes de mémorisation. Comme si l'enfermement sur cette île, l'éloignement du monde extérieur, créait une perte de connaissances, une perte de repères. Et donc on va être embarqué pour une soirée au 13 ans, ça se joue à Gramont. Voilà un des spectacles qu'on donne là-bas sur une longue série, Le Songe et La Tempête. Et puis, voilà une œuvre de potache, une œuvre écrite pour s'amuser et qui va bouleverser l'état politique de la France, puisque lors de sa création en 1898, elle va être interdite. Je parle de Ubu. Jarry écrit Ubu pour s'amuser. Le jour de la création, ça fait un tel vacarme dans la ville que la pièce est interdite. Et il me semble que, et vous l'avez senti dans mon propos, nous avons en Europe aujourd'hui beaucoup d'ubus. Et en France, des ubus, parce qu'on peut avoir des ubus féminines. Vous voulez l'égalité, mais elle n'est pas que dans la finesse. Les ubus féminines peuvent être très dangereuses, donc méfiez-vous qu'elles n'arrivent pas. Donc, nous avons à voir Ubu, et vous avez une chance extraordinaire, c'est que cet Ubu est mis en scène par un des maîtres absolus de la mise en scène de théâtre, d'opéra, qui est Robert Wilson. Robert Wilson a révolutionné le théâtre en 1971 en créant un spectacle qui s'appelle Le Regard du Sourd, un spectacle qui durait 8 heures. Et Robert Wilson est un peu en parenté ici, parce qu'il fait partie, comme Jean-Claude Carrière, comme Peter Brook, de ces maîtres qui ont pensé le théâtre différemment. Peter Brook parlait de l'espace vide, Bob Wilson va dire, au théâtre, tout commence par la lumière. C'est la lumière qui crée l'espace. Et tous ces spectacles sont marqués par une invention de la palette de lumière. Et c'est par la lumière qu'il sculpte l'espace. Et pourquoi, et c'est ce qui est réjouissant dans un festival, pourquoi peut-on se poser comme question, Bob Wilson s'attaque aujourd'hui à ce chef-d'œuvre qui est Ubu. Qu'est-ce qu'il a amené? Eh bien, lors d'un passage en Espagne, il a découvert que Juan Miró, l'immense catalan, avait travaillé sur Ubu. Il avait dessiné des costumes pour Ubu. Il a fait des œuvres, notamment une série de lithographies qu'on peut voir sur Internet, merveilleuses, sur le personnage d'Ubu, lui-même, pour contester le franquisme et la guerre d'Espagne. Et donc, vous voyez comment toutes ces questions qui nous taraudent se rejoignent de loin en loin. Et Robert Wilson, qui considère Poutine comme notre Ubu, s'est dit, tiens, je vais prendre cette farce joyeuse et je vais en faire à la fois un hommage à Juan Miró, à la lumière, aux acteurs, aux marionnettes, car ça va être un théâtre de marionnettes, un théâtre de voix amplifiées, et je vais montrer un travail en devenir. Donc vous serez installé en bifrontalité dans le théâtre Jean-Claude Carrière, et vous verrez un travail de ce maître absolu qui est Robert Wilson en fabrication. Un spectacle relativement court, une petite heure, que vous pourrez voir dans l'après-midi, certains jours, on va le jouer plusieurs fois par jour, et découvrir ce merveilleux Robert Wilson. Et puis, alors là, Ubu, bien sûr, c'est devenu presque un nom commun. C'est un Ubu. Et puis, Merdreux, cette fameuse voix, cette fameuse parole d'Ubu.
Et il y a des personnages, il y en a peu dans l'histoire du théâtre, qui sont devenus des noms communs. Il y a le malade imaginaire, il y a Harpagon, et il y a deux femmes qui ont marqué le 19e et le romantisme, deux figures extraordinaires, Carmen pour l'opéra et Gisèle. Et alors vous vous souvenez peut-être d'une troisième femme, elle du XVIIe siècle, qui nous a tous marqués, Soleil, je te viens voir pour la dernière fois, la Phèdre de Jean Racine. Est-ce que vous vous souvenez de ce spectacle décortiqué, inventé, raconté, mis en pièces, avec ironie, humour, intelligence par François Gremaud? Vous vous souvenez? Avec à la fin le cadeau du texte qu'on vous fait. Eh bien François Gremaud s'est dit, mais Phèdre a été écrit par amour, par Racine, pour une actrice de la Comédie Française, Mademoiselle Chamelet. Y a-t-il d'autres personnages à inventer par amour? Oui, Carmen, écrit par Bizet pour une chanteuse extraordinaire, Célestine Galli-Marié, et Théophile Gautier qui écrit Gisèle pour Carlotta Gozzi. Eh bien, à partir de ces deux personnages féminins, de ces deux femmes extraordinaires, de ces deux femmes fatales, je vais faire une trilogie, puisque j'ai eu Phèdre, j'aurai Carmen et j'aurai Gisèle. Et on vous propose une soirée en 2 étapes, à l'amphithéâtre. À 19h, je crois, vous pourrez voir Gisèle, dansée par une magnifique Samantha de Vincent de chez Teresa de Kersmaker, la grande chorégraphe, accompagnée par 5 musiciens en direct, raconter, jouer, danser l'histoire de Gisèle. Et en deuxième partie, à 22h, la merveilleuse Rosemarie Stanley du groupe Moriarty. Vous vous souvenez, ce groupe? Non? Avec une voix inimitable. Allez voir Rosemarie Stanley, allez l'écouter. Moriarty, qui va incarner, raconter, décortiquer elle aussi la merveilleuse Carmen de Bizet. Voilà les Suisses qui seront présents puisque nous avons décidé de faire un focus suisse avec plusieurs petites formes, notamment bande-annonce. Comment s'appelle l'autre spectacle de François Gremaud? Comment? Aller sans savoir, ça c'est merveilleux. Il a écrit toutes les pensées qui lui traversaient l'esprit. Pardon? Et il ne corrige pas. Et à partir de ça, il fait un spectacle. Ça, ce n'est pas sans rappeler la conférence de choses qu'on avait donnée dans le château d'eau. Et à partir de ces pensées totalement mêlées, totalement extravagantes, il nous convie dans un voyage où vous verrez Einstein et aussi Peggy la cochonne, dit par exemple. Donc voilà, c'est complètement loufoque. Et ça montre, in fine, que les Suisses ne sont pas tous neutres et qu'il y a des Suisses dans ce monde engagés. Car moi, je considère que c'est un festival joyeux, c'est un festival de la nécessité, mais c'est un festival aussi d'hommes et de femmes engagés. Et je terminerai en parlant de 2 artistes merveilleusement engagés, 2 hommes merveilleusement engagés. Je vous en ai dit un mot. Cyril Serebrennikov, un des plus grands metteurs en scène, cinéastes de théâtre européen, qui a payé de sa personne, hein, puisqu'il lutte contre le régime de Poutine depuis très longtemps. Il a été en prison, emprisonné, maintenant il vient d'Allemagne. Et il a décidé, pour rendre hommage au courage des Ukrainiens, et ça je trouve que c'est notre rôle ici dans les théâtres, de ne pas hisser des drapeaux à l'entrée des théâtres, mais de hisser des drapeaux, ceux de la pensée, ceux du sensible, d'aller puiser dans une œuvre de Gogol, dans le corpus des légendes ukrainiennes. Et il donne cette nouvelle totalement extravagante, totalement merveilleuse, mystérieuse, qui s'appelle Le Vil. Il faut dire Le Vil, hein, ne me contredisez pas pour une fois que je dis bien un mot, c'est la Pléiade qui le dit. C'est un monstre, c'est un genre de démon qui s'attaque à la raison, et au fin fond d'une forêt ukrainienne. Et Serebrennikov déplace cette fable pour nous mettre en présence de soldats ukrainiens qui rencontrent, qui prennent par hasard en prisonnier un soldat russe. Que vont-ils faire? Vont-ils le tuer? Vont-ils rentrer en discussion? L'art et le sensible vont-ils vaincre la folie barbare? C'est toute la question de ce spectacle cérémonial, de ce spectacle avec des artistes
venus de toute l'Europe, qui est vraiment un moment très fort, très sensible, très puissant, un hommage à la résistance. Et ça m'a fait penser à un spectacle que j'avais vu adolescent, qui n'a rien à voir, mais esthétiquement j'entends. C'est Jérôme Savary qui avait monté un spectacle dont on avait beaucoup parlé, parce que c'était la première fois qu'au théâtre, on montrait la fraternité qui avait pu exister pendant la guerre de 14 dans les tranchées, un soir de Noël. Vous l'avez vu ce spectacle? Il y a eu le film, mais Jérôme Savary avait fait en premier ce spectacle. Et à cette époque-là, c'est au tournant des années 80, ça avait été un événement parce que, évidemment, on parlait toujours de cette guerre et de son côté tragique, mais cette fraternité. Et quand Cyril nous a dit qu'il montait ce spectacle, ça m'a tout de suite replongé dans ces souvenirs-là. La fraternité par-delà la barbarie. Et donc voilà comment le théâtre peut contribuer à la beauté du monde. Et voilà un autre homme qui a adoré le théâtre, un homme qui était un des plus grands critiques de théâtre de son temps, un homme qui a écrit Je suis critique de théâtre de profession et si j'ose de vocation. C'est un homme qui a été attaqué par l'extrême droite, notamment l'Action française, en raison des prises de position qu'il a eues sur les auteurs juifs de théâtre. C'est l'immense Léon Blum. Et nous allons rendre un hommage festif, populaire, participatif à Léon Blum. Parce que ce n'est pas, là aussi, un spectacle. C'est une épopée, une fresque, un moment de partage que vous proposent deux artistes, historiens, un comédien, un historien engagé, Philippe Collin, que vous entendez peut-être sur France Inter, et je vous recommande d'écouter les podcasts de Philippe Collin sur Léon Blum. C'est merveilleux. Et Philippe Collin a proposé à Philippe Berling, à Charles Berling, que vous aurez là, Philippe c'est son frère, Charles Berling, qui aura joué ici, de faire ce moment participatif sur la vie héroïque de Léon Blum. Et donc, nous allons avoir 2 soirées au Micocoulier qui vont nous permettre de suivre chronologiquement la vie de Léon Blum. Chaque soirée dure environ 6 heures. Mais ce ne sont pas 6 heures parce que vous allez manger, vous allez danser, vous allez chanter. C'est un moment, je vous le dis, c'est une guinguette. Ce n'est pas sans rappeler la belle équipe de Jean Duvivier et tous ces films du Front populaire. Et donc vous allez avoir Philippe Collin qui va, en tant qu'historien, raconter, narrer la vie de Léon Blum. Vous aurez Charles Berling et une comédienne qui vont incarner, là aussi question de genre, Léon Blum. Le chœur de l'Opéra de Montpellier qui va chanter le répertoire des années 30, tout ce répertoire de chansons du Front populaire, des guinguettes, de cette joie. Et vous aurez des danseurs qui vont vous inviter à monter sur le parquet pour faire le bal et avoir un vrai bal populaire. Et on vous demandera le premier soir c'est banquet, deuxième soir c'est bal populaire. Le premier soir, et ça c'est pour que tout le monde puisse venir, parce que si on avait fait un repas payant, ça hausse le prix du billet et ça aurait pu empêcher les gens de venir. Donc, nous avons eu l'idée de vous proposer de venir avec un pique-nique. Mais, on va dresser les tables derrière le château, je vois déjà les toiles blanches et rouges à carreaux, enfin tout, vous voyez. Mais j'ai une condition sine qua non pour ce pique-nique. Interdit toutes sortes de Coca-Cola, de chips. Donc, quand vous aurez pris vos places, on vous fournira, et je suis en train de le chercher, des recettes des années 30. Mais des recettes de pique-nique. Voilà. Pour que ça ait un peu d'allure tout ça. Vous voyez, œufs mimosa, pieds paquets, je ne sais pas. Voilà. C'est déguisé. Pardon ? C'est déguisé aussi. Vous pouvez vous déguiser, si vous voulez. À 1903. Et donc, on va suivre la vie de Léon Blum depuis sa prise de conscience politique au moment de l'affaire de Dreyfus, son engagement comme critique de théâtre, vraiment. Et alors là, je lisais la femme de Chantal Plantureux, qui est pour la petite histoire, mais
Elle a beaucoup de talent et son premier talent n'est pas d'être la femme de Plantu, mais c'est une universitaire extraordinaire. Elle a écrit une thèse sur la critique théâtrale dans les années 30. Et j'ai lu les extraits. Les critiques, les attaques, devrais-je dire, contre Léon Blum, critique de théâtre, de Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, dans l'Action française, etc., ont été terribles. Et je vous le dis, on retrouve les mêmes bases, la même virulence que quand on regarde certaines chaînes de télé continues. C'est la même, si vous voulez, c'est flagrant, c'est le même angle d'attaque. Ça fait froid dans le dos. Comment cet homme a dû se battre parce qu'il écrivait. Et alors, ce Léon Blum est très important pour l'histoire notre histoire de festival de service public, parce qu'il a participé à la mise en place de politiques d'émancipation et d'éducation populaire, avec évidemment Léo Lagrange pour toute la partie sportive, etc. Et il a demandé à son ministre de la Culture, je crois que ça s'appelle le ministère des Beaux-Arts, Jean Zay, qui est mort fusillé, de mettre en place une révolution artistique à la Comédie Française, comme un symbole. Car la Comédie Française était une maison un peu vieillissante, un peu corsetée, un peu empoulée. Et Jean Zay nomme Édouard Bourdet, le grand auteur alors c'est paradoxal, de théâtre de boulevard. Il a écrit des pièces comme Fric-Frac, très connues. Et ce Édouard Bourdet va devenir administrateur de la Comédie Française et il va inviter les grands metteurs en scène du cartel, Léon Batty, Jouvet, à dépoussiérer la mise en scène. Et en même temps, et là, on va presque boucler notre histoire de théâtre et cinéma, pour combattre la Monstra de Venise, qui était un festival de propagande mussolinienne. Jean Zay, à la demande de Léon Blum, va créer, pour les démocraties et les pays libres, le Festival de Cannes. Et c'est pour ce faire qu'en 1939, le festival n'aura pas lieu, parce qu'il aurait dû avoir lieu en septembre, mais c'est la guerre, les grandes nations démocratiques, le Royaume-Uni, les États-Unis, envoient ce qu'on appelle aujourd'hui des sélections de films pour ce premier festival de Cannes, comme un appel à la liberté et pour lutter contre la propagande mussolinienne. Et donc, nous nous situons, nous, dans cette filiation-là d'éducation populaire. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé au printemps de structurer la filière. Et nous la structurons, vous le savez, avec le warm-up, un week-end où vous pouvez voir des chantiers de 35 minutes qui seront appelés pour certains à devenir des spectacles. Par exemple, Ismen, dont je vous ai parlé, qu'on a présenté comme un chantier à un warm-up, qui nous a tellement plu, on a dit on va la porter et on va la présenter au Printemps des Comédiens. Donc venez voir ces spectacles de 35 minutes sur le week-end, je crois que c'est le week-end du 9-10 juin. Il y a toute la partie, à 17, c'est le week-end du 17. Il y a toute la partie émergence avec des metteurs en scène, metteuses en scène formidables. L'an dernier, vous avez eu Léa Drouet avec Violence. Peut-être que vous vous souvenez, elle parlait de sa grand-mère déportée elle était sur un bac à sable. Là, elle va venir nous parler de la façon dont les adultes voient les enfants. C'est un théâtre là aussi très très sensible. Il y a cette jeune actrice, réalisatrice, Laetitia Spigarelli, qui a travaillé avec Olivia Assayas, avec Blanche Gardin, au cinéma, qui réalise elle-même. C'est quelqu'un dont on va beaucoup parler comme actrice de cinéma, elle est repérée, ça va être une des stars du cinéma. Elle vient nous parler des larmes, et notamment des larmes de l'acteur. Moi, je me souviens, j'avais un professeur de théâtre qui me disait « c'est pas l'acteur qui doit pleurer, c'est la salle. C'est pas intéressant que l'acteur ou l'actrice pleure, c'est celui qui écoute. Est-ce que tu transmets l'émotion ?» Et comment, là aussi, un genre de théâtre documentaire, en questionnant des acteurs connus, reconnus, des stars, elle est allée les voir en disant comment vous abordez le rôle, et notamment comment vous abordez l'émotion lorsque Louis Jouvet appelait à contre-emploi. Évidemment, quand on est un jeune premier et qu'on joue Hippolyte dans Phèdre, on est dans son emploi. Voilà. Mais quand
on est de Pardieu et qu'on doit jouer un jeune au cœur léger, on doit aller chercher dans son éponge de sentiments, qui est ce qu'est l'acteur en fait, comment on accumule des sentiments, le moyen de sortir le sentiment. Et c'est cette introspection de l'acteur et de l'actrice que nous propose Spigarelli avec les larmes. Voilà, donc c'est spectacle. Ou alors le souper. C'est un travail merveilleux sur un frère mort avant qu'on n'a pas connu. C'est cette jeune autrice, metteur, qui nous parle d'un frère mort avant qu'elle naisse. Et elle va le faire parler par un procédé très ancien de cirque qui est la ventriloquie, voilà, le souper. Et donc la filière avec les masterclass, campus, tous ces acteurs, ces actrices qui viennent se former en compagnie de metteurs en scène plus avancés dans leur art et faire une fête du théâtre, une fête de la réflexion, une fête sous la Pinède, au restaurant, à la librairie, une fête du partage, en se disant que peut-être nous aurons des réponses à cet état physique de l'Europe et que joyeusement nous pourrons nous dire, à l'instar de Brecht, que la pensée est le plus grand divertissement pour l'homme. Voilà, bon festival.